Noté. Voilà. C'est intéressant parce que justement, à travers l'écosystème, en fait, on a souvent l'habitude chez Ecodev, on parle beaucoup vélo, trottinette, nouvelle mobilité. Et on est content aujourd'hui de parler des transports publics. On essaye tous, à travers, là, il y a pas mal de consultants de mon équipe dans la salle, on essaye tous d'accompagner les employeurs et leurs salariés, les habitants et les usagers des territoires dans la recherche de solutions de mobilité. On est bien là pour proposer des alternatives à l'autosolisme et on va aborder cette question des transports publics et de la transition écologique des mobilités aujourd'hui. Donc avec un beau panel et on vous remercie d'être venu avec nous pour discuter de ces sujets. Rapidement, parce que je voudrais donner la main à Monsieur Appert pour quelques propos introductifs. On a voulu un peu faire différemment aujourd'hui pour ce webinaire, donc on a ouvert une boîte à questions pour nos inscrits et donc on a travaillé avec les intervenants sur ces questions-là. On les a regroupées en 3 thématiques qu'on abordera tout à l'heure. Donc on a sélectionné plusieurs questions pour aborder ces 3 thématiques et puis à la fin de chaque thématique, on aura 5 minutes de questions-réponses avec vous et peut-être Thomas aussi en ligne pourra nous transmettre les questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à vous tourner vers Thomas si besoin. Monsieur Appert, peut-être je vous laisse la parole pour les propos introductifs. Merci. Je vous laisserai faire défiler, effectivement. Ouais. Donc, on va passer tout de suite donc, à ces quelques éléments de cadrage qu'on m'a invité à vous présenter sur l'enjeu qui nous rassemble aujourd'hui, de la transition écologique. Alors, d'abord, effectivement, on peut rappeler effectivement, que tout ça est cadré par des documents que vous connaissez sûrement, la stratégie nationale bas carbone en premier lieu, qui a été adoptée pour la première fois en 2015. Et révisé une première fois en 2018-2019 et qui vise d'atteindre la neutralité carbone en 2050, objectif ambitieux s'il en est. Et ensuite, tout ça se décline bien sûr dans les différents secteurs d'activité. Et pour les transports, avec les quelques-uns des objectifs, puisqu'il y en a beaucoup, que je vous rappelle ici. Donc en 2030, moins 28% d'émissions par rapport à 2015. Émissions de gaz à effet de serre. En 2040, plus de véhicules thermiques à la vente, vous le savez. Et en 2050, donc, la décarbonation complète. Donc, voilà, des défis avec différentes échéances, mais qui sont tous importants. Un petit mot des travaux en cours, puisque tout ça continue à évoluer, avec la révision de cette stratégie qui est engagée, stratégie nationale bas carbone, mais également de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui l'accompagne. Et puis, vous avez sans doute entendu parler du paquet européen Fit for 55, donc il y a un ensemble de 12 propositions législatives de la Commission européenne qui visent une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%, donc en 2030 par rapport à 1990. Tout ça est en cours, mais évidemment, ça ne va pas alléger l'ambition, au contraire. Et vous voyez qu'on n'y est pas encore, puisque sur ce schéma, vous voyez en violet dans le haut du graphique les émissions de gaz à effet de serre du transport. Et comme vous le voyez, elle diminue peu, ou pas, par rapport aux autres secteurs qui ont réussi quand même globalement à diminuer leurs émissions. On voit qu'on a beaucoup plus de peine à le faire dans les transports, qui représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Allons-y, suivant. Et que trouve-t-on derrière ce tiers? Eh bien, essentiellement, je ne vois rien. Donc... Oui, mais je peux regarder. Donc, la voiture, bien sûr, en premier lieu, 16% quasiment. Le transport de marchandises, c'est un petit peu moins. Vous avez les poids lourds et VUL qui pèsent chacun à peu près 6%. Les vols intérieurs, c'est 1%, ce n'est pas énorme, mais bon, bien sûr, le transport aérien n'est pas négligeable, mais il n'est pas compté dans ces statistiques nationales. C'est un peu différent. Et les autres transports, dont le train, pèsent presque rien. À 1% environ. Alors, est-ce que c'est le fait de la mobilité locale ou de la mobilité longue distance? Finalement, bien sûr, on fait plus de déplacements courts, mais ils sont plus courts. Donc, comment tout ça pèse? On voit ici en bas que la mobilité locale, alors d'abord, c'est évidemment l'écrasante majorité des déplacements, 98,7%. Et finalement, même si les distances parcourues sont beaucoup plus faibles que sur la mobilité longue distance, on considère en général à partir de 80 km,
Au global, c'est quand même effectivement cette mobilité locale qui pèse le plus lourd dans les émissions de CO2 à hauteur de 70% environ. On va passer à la slide suivante, qui va nous rappeler un peu les grands leviers sur lesquels on peut agir pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans nos transports de personnes. Donc, il y a 5 leviers. La demande de transport d'abord, hein, pourquoi on se déplace finalement. Si on avait la chance d'habiter près de son travail ou de travailler près de son lieu d'habitation, évidemment, on pourrait plus facilement prendre le vélo et ne pas émettre de gaz à effet de serre. Tout ça dépend donc des politiques d'urbanisme, hein, d'aménagement. Ce n'est pas le plus facile, c'est du long terme, mais ça peut avoir un effet décisif. Et donc, il ne faut pas du tout négliger cet aspect, sachant qu'au-delà de l'aménagement, il y a aussi les pratiques, par exemple le télétravail, bien sûr, qui vont jouer sur cette demande de transport. Concrètement, on peut, par exemple, réfléchir à davantage de concentration de l'urbanisation autour des gares plutôt qu'ailleurs. Ensuite, une fois qu'on a besoin de se déplacer, par quel mode on le fait? Ça va évidemment avoir des conséquences importantes sur les émissions. Et donc là, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle le report modal, essayer d'éviter que les gens soient tout seuls dans leur voiture thermique et prennent plutôt un mode comme le train, qui est décarboné très largement quand il est électrifié, ou le vélo, la marche à pied, etc. Ensuite, on peut encore agir sur un autre paramètre qui est le taux de remplissage. Alors, ça vaut pour les transports publics qui nous réunissent aujourd'hui. Ça vaut aussi pour la voiture qui peut, avec le covoiturage, mieux se remplir. Et donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée. Et puis après, on va tomber sur des leviers qui sont plus technologiques, qui relèvent plus dans notre ministère de la Direction générale énergie-climat, qui sont les véhicules, leur efficacité énergétique en premier lieu, qui va dépendre notamment de leur poids, souvent trop élevé, et ça dépend aussi de la façon dont on conduit les véhicules, l'éco-conduite par exemple, et après, bien sûr, de la nature de l'énergie. Donc, à poids égal, évidemment, une voiture électrique va émettre moins d'émissions de CO2. Donc, c'est l'intensité carbone de l'énergie. Bien sûr, il y a aussi la question des biocarburants qui est posée à travers ce levier. Alors, on va voir effectivement juste après comment ces différents facteurs ont évolué depuis, je crois que c'est depuis 90. Alors, d'abord, vous voyez peut-être que la demande de transport, à la courbe rouge, n'a pas cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'on se déplace beaucoup plus qu'il y a 30 ans, et ça continue à croître. Or, on a réussi quand même, là on peut quand même se féliciter, on ne peut pas dire que rien ne se passe, puisqu'on a réussi quand même à stabiliser les émissions de CO2, vous voyez la courbe en noir, hein, qui atteint un plateau à partir des années 2000, je crois. Alors, comment a-t-on réussi à stabiliser ces émissions de CO2 malgré la croissance continue de la demande? Alors, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais c'est en bas, les différents facteurs qui jouent. Le taux de remplissage, bon, s'est amélioré par rapport à il y a 30 ans, mais globalement, quand même plutôt sur un palier. On a de la peine à progresser. La dernière enquête sur la mobilité des personnes, malheureusement, le confirme. Hein. Pas beaucoup plus que 1,1, 1,2, en tout cas pour les déplacements domicile-travail. Et par contre, on a évidemment progressé sur les technologies, des moteurs notamment. Donc, tout ça mis bout à bout, puisque ces facteurs sont multiplicatifs, explique qu'on a réussi à stabiliser les émissions de CO2, mais on est encore très loin de l'objectif de neutralité carbone. Allons-y pour la suite. Alors, un petit rappel effectivement des émissions par mode, hein, puisqu'ensuite, on se pose effectivement par quoi remplacer la voiture, l'autosolisme en tout cas. Donc, alors bien sûr, l'avion en bas à droite, qui nous concerne un peu moins aujourd'hui, va peser un peu plus lourd, mais pas tant que ça que la voiture. Et on voit que des modes comme les transports en commun, en fait, ça dépend beaucoup de l'énergie qu'ils utilisent, hein, et de leur taux de remplissage, évidemment. On est bien sûr meilleur que la voiture, mais on l'est encore plus si on utilise une énergie décarbonée comme le train, qui a en plus une forte capacité, donc qui lui atteint des émissions de CO2 particulièrement réduites, tramway aussi dans une certaine mesure. Et puis après, bien sûr, les modes actifs, hein, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même ceux qui émettent moins de CO2, pour ne pas dire zéro. Allons-y pour une dernière slide. Alors ça, je voulais vous rappeler aussi, et je remercie Jean-Claude qui se reconnaîtra, pour ces analyses intéressantes qui ont été faites à partir d'enquêtes, je crois que c'est sur Grenoble, ou enquête origine destination, qui montrent qu'en fait,
les enjeux de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils se concentrent quand même sur les aires urbaines et sur le périurbain. On a souvent tendance à penser au centre-ville. Or, les centres-villes, alors d'une part, il y a beaucoup d'offres maintenant, hein, notamment le transport public, mais aussi trottinettes en libre-service, etc. Et quand on regarde, en fait, c'est que 2% des émissions de gaz à effet de serre qui se produisent à l'intérieur des centres-villes. Ce n'est pas là que se situe l'enjeu. Ce n'est pas non plus beaucoup dans les zones très peu denses où c'est le petit quart à gauche, là, le petit secteur qui montre qu'en zone rurale, bon, on est autour de 20% des enjeux de gaz à effet de serre. Donc tout le reste, c'est des déplacements autour des métropoles, dans les aires urbaines, ou éventuellement entre ces couronnes, première couronne, deuxième couronne, et le centre-ville. C'est là que ça se passe. Donc le périurbain, le gros enjeu à notre sens de cette ambition de transition écologique. Et bien sûr, ce n'est pas là que c'est le plus facile de mettre en place des transports publics adaptés, mais je pense que ça lance bien le débat. Je crois qu'on a fini avec cette intro ensemble. Exactement, merci beaucoup, Monsieur Appert. C'est parfait, c'est une très bonne transition pour notre première thématique, qui est la thématique de la transition écologique des mobilités en lien avec la cohésion sociale et territoriale. Et donc, on va commencer avec ces deux premières questions autour de la multimodalité qui viennent réinterroger un peu la vision monomodale qu'on avait pu avoir par le passé. Donc, comment favoriser le report modal et offrir aux voyageurs la possibilité d'accéder à un large choix de solutions de transport et quelles actions mettre en place pour favoriser l'intermodalité et la multimodalité. Donc, je rappelle que l'intermodalité, c'est j'utilise plusieurs modes de transport pour un même déplacement, là où la multimodalité, c'est j'ai le choix entre plusieurs modes pour faire un déplacement. Peut-être Monsieur Neugnot, pour commencer sur le volet d'accès à diverses solutions de mobilité sur les territoires. Bien, merci de cette présentation où on partage naturellement dans les régions ces analyses. Le gros sujet, à mon avis, avant de vouloir entreprendre quoi que ce soit, c'est le porter à connaissance de l'existant. Il existe beaucoup de solutions de mobilité déjà sur le territoire qui ne sont pas utilisées. Parce qu'on a eu habitude dans le passé de parler, le train parle au train, on communique à ceux qui utilisent le train, on ne s'est jamais tourné vers ceux qui ne l'utilisent pas et qui donnent un potentiel fort d'attractivité. Voilà. C'est exactement la même chose pour ce qui concerne les cars que l'on a, qui peuvent être des outils au niveau de la périphérie. Alors, quand on parlait de l'intermodalité, déjà, quand on ne fait pas connaître l'existant mode par mode, l'intermodalité n'est pas vraiment quelque chose de très connu. Donc, moi, le premier principe, c'est déjà le porter à connaissance le plus large possible de tout ce qui existe déjà. Et pour ce faire, je pense que la LOM répond à cela, c'est-à-dire c'est discuter avec les territoires, avec les AO urbaines et les AO rurales. Et puis, quand il n'y a pas d'AO rural, parce que les EPCI n'ont pas pris la compétence, donc c'est la région qui est en première ligne. Et là, il y a un dialogue sérieux à avoir. Moi, je suis assez frappé quand on demande, on a commencé en Bourgogne-Franche-Comté à mettre en place les comités des partenaires, on a incité les EPCI à les faire. Quand on demande au sein d'un comité des partenaires quel est le nombre de trains qui va d'un point à un autre, il y a un tiers qui est donné par rapport à la réalité. Donc, il y a une méconnaissance totale de ça. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est que tout va se passer dans l'entreprise. Ça a été dit dans la présentation initiale, c'est-à-dire, je pense que l'entreprise embarquera le reste. Et la loi impose dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés de connaître exactement, d'avoir dans le dialogue social annuel, obligatoirement d'aborder les problèmes de domicile-travail, la façon dont on y répond. Je pense que ça, c'est essentiel. Deuxième élément, je pense qu'il faut partir aussi de l'existant. C'est-à-dire les études macro que l'on a
sont la capitalisation des enquêtes INSEE sur 5-6 ans et ne donnent pas forcément la réalité à un moment donné. Parce que le tissu industriel peut avoir bougé quand on va en finesse sur les territoires. Et d'autre part, on peut aussi avoir des habitations qui ont été mises, qui ont bougé. Donc, ce que l'on va demander, nous, à l'ensemble des EPCI, des AO urbaines ou rurales, c'est de ressortir entreprise par entreprise, cette zone d'activité par zone d'activité, la réalité de la localisation du domicile de l'ensemble des salariés, l'heure de prise de travail et de débauche le soir pour connaître quels sont les mouvements réels. Et communiquer, donc, quand on est, puisque vous posez le sujet de la couronne, voilà, donc il faut tout ce qui est à l'intérieur d'une zone urbaine. On aura en temps réel la réalité des déplacements actuels, donc on pourra jouer dessus dans les entreprises. Et pour ce qui est les salariés qui viennent de l'extérieur de la couronne, on communiquera ces données aux EPCI rurales pour qu'effectivement, ils se posent la problématique de l'intermodalité, de la chaîne de mobilité qui est à mettre en place. Voilà, donc c'est un peu les méthodes sur lesquelles on se développe. Et il faut être très concret. Et le frein est surtout psychologique. Le frein est psychologique parce qu'on a toujours l'impression que la voiture est meilleure. Alors, elle est meilleure dans certains cas, il faut le reconnaître, et c'est un sujet à traiter en mettant plus de monde dans la voiture. Faut pas, il y a des sujets à traiter où effectivement, il ne faut pas être anti-bagnole en permanence, il a un rôle à jouer, mais il faut réussir à avoir un dosage. Et le dernier élément, si on veut que ça fonctionne et que l'on embarque tout le monde, eh bien, c'est des outils qui facilitent les déplacements. Alors, nous, on développe un MAS sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, qui est opérationnel maintenant, qui va aller jusqu'à la distribution des types de transport, tout mode confondu, en partenariat avec les EPCI urbains qui ont à traiter cela, et avec une solution qui est le MTK, qui est doublonné par, naturellement, un central téléphonique qui permet de donner aussi des infos. Donc voilà, très brossé, quelques éléments, le porter à connaissance, travailler dans la finesse et dans la réalité, engager les EPCI à débattre cela, puis avoir un outil qui permette d'être l'accompagnateur de toutes les mobilités. Merci beaucoup. On va y venir sur le MAS. C'est les questions qui vont clôturer cette première thématique. Peut-être pour rester justement, vous l'avez dit, dans le concret, Monsieur Hainaut, sur les questions d'intermodalité, de multimodalité, comment vous intégrez tout ça dans l'attractivité de vos offres? Donc, bonjour à toutes et tous. Et puis, moi, je vais rejoindre mes deux collègues à côté, en tout cas mes deux passionnés comme nous de mobilité. Moi, je vais revenir au Grenelle de l'environnement, en fait. On est en 2007 et on est déjà sensibilisé à ça. Moi, j'étais dans la partie plus environnement, puisque j'étais d'abord dans le secteur de l'environnement. Et on disait sur les transports, il faut réduire de 20% l'empreinte. Bon, on voit bien que maintenant, il faut accélérer davantage, que peut-être que l'enjeu, c'est pas de tenir le 2 degrés, mais c'est de s'assurer qu'on sera sur 2 degrés pour peut-être tenir le 4, parce qu'il va falloir accélérer et trouver des solutions rapidement. À cette époque-là, en fait, la France, elle investit massivement. Elle investit il y a 20 ans, depuis 20 ans, on a investi près de 83 milliards dans les transports. C'est pas rien, c'était 22 millions sur les lignes grande vitesse, c'était 35 dans les transports en commun urbains, avec 35 en Île-de-France et 26 dans les transports en urbains de province. Dans le même temps, on avait réduit l'investissement routier par 2. Donc, on se dit, il y a des choses évidentes qui vont se passer. Et en fait, quand on regarde de près la part modale kilométrique de la voiture,
elle a seulement baissé de 3%. Et aujourd'hui, dans n'importe quel pays européen, en France particulièrement à 83%, mais 80%, c'est à peu près la part modale de la voiture. De l'autre côté, quand on regarde les comptes transport de la nation, les chiffres 2019, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent que le transport public là, pour les ménages coûte 3 à 4 fois moins cher que l'utilisation de sa voiture. Une voiture, c'est à peu près 22 centimes par voyageur kilomètre, et puis les transports publics, c'est 3 à 4 fois moins, donc on tourne autour de 7 centimes. Donc, il y a un rationnel évident. On conjugue les deux et on arrive à quelque chose qui va faire qu'on a envie d'utiliser moins sa voiture parce qu'on va avoir un peu plus de pouvoir d'achat, ce qui est complètement vrai aujourd'hui et qui est un besoin de bon nombre d'habitants en France aujourd'hui. Et puis, au bout du compte, on s'aperçoit de quoi? En fait, que l'offre de transport en commun, tu l'as dit Michel, dans le périurbain, vous l'avez dit, elle n'est pas déployée. Elle n'existe pas suffisamment et en tout cas, ce n'est pas une alternative crédible pour abandonner sa voiture aujourd'hui. Alors, des sujets de complexité, des sujets de non-connaissance, mais aussi, je dirais très clairement, un manque d'offres. Un manque d'offres parce que s'il y a de l'offre, on prend les transports en commun, on prend les transports publics de manière assez évidente, on y gagne du pouvoir d'achat et on y gagne de la facilité de déplacement, du temps utile, tout l'ensemble de ce sujet-là. Alors, à mon avis, moi, la multimodalité, intermodalité, ça passe d'abord par un développement de l'offre dans la proximité des métropoles. Si on se dit aujourd'hui que 40% des déplacements sont des déplacements au domicile-travail pour aller dans le centre-ville, aujourd'hui, l'offre n'est pas présente et finalement, on n'arrive pas à remplir le besoin des Français. Et quand on regarde où est l'alternative, dans 85% des cas pour les Français, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Donc, je pense que c'est là un de nos enjeux collectifs, c'est d'être capable de développer de l'offre, d'avoir de la cohérence entre les modes de transport, d'avoir évidemment un sujet de décarbonation qui accompagne, mais finalement les premiers effets, on l'a dit, c'est le remplissage. Mais si on n'arrive pas à remplir, il faut qu'on se pose la question du pourquoi. Et le pourquoi, c'est qu'on n'a pas l'offre au bon endroit, fondamentalement. Donc, on doit encore travailler. Le sujet, c'est pas le centre. Le sujet, c'est le périurbain, le semi-rural, les compétences nouvelles prises par les agglomérations, les 500 agglomérations, la moitié des agglomérations qui sont positionnées sur la LOM pour la prise de compétences. Et aussi, tu l'as dit Michel, c'est un sujet de gouvernance. Quand on est dans une métropole et qu'on a une région autour, il faut que ça travaille de manière coordonnée, symbiotique et qu'on se pose les bonnes questions. C'est des beaux succès de coordination sur des cars express pour aller dans les métropoles. On pense à Créon-Bordeaux, par exemple, ou aux lignes Brissou-Forges-Massy. Enfin, tous ces sujets qui font qu'on arrive à finalement emmener plus facilement les gens. Et il faut coordonner les P+R, il faut coordonner le vélo assistance électrique, qui est un bon moyen d'aller vers du transport en commun, mais qui doit être sécurisé, qui doit pouvoir avoir des voies cyclables. Mais ne nous emballons pas trop sur le vélo non plus. Le vélo, aujourd'hui, par exemple, Nantes est passé à 8% de part modale sur le vélo. Les Hollandais ne dépassent pas 8% de part modale. Donc, ce n'est pas le vélo qui va résoudre la problématique strictement, mais c'est un bon complément. Et on voit qu'il y a de plus en plus de solutions. Embarquer les vélos dans un certain nombre de bus. On brevette aujourd'hui des systèmes d'emport. Il faut avoir de la sécurité pour pouvoir poser son vélo au bon endroit sans se le faire voler. Et il faut être en sécurité quand on roule sur un certain nombre de pistes cyclables. Donc, il y a vraiment toutes ces combinaisons qui font que multimodalité, intermodalité, c'est connaître les horaires, c'est faire matcher les horaires. On l'a dit, le MAS est aussi un système qui permet de faciliter ça, mais qui est un tel besoin de coordination entre tous les acteurs qu'avant même que la technique soit au rendez-vous, il faut d'abord que la coordination des acteurs soit au rendez-vous. On va y venir, merci beaucoup. Peut-être rapidement pour finir, avant de passer justement sur le sujet du MAS, Monsieur Appert, sur les questions d'intermodalité, est-ce que vous voulez nous parler des appels à projets soutenus par l'État? Oui, on peut en dire un mot. Je pensais notamment
Sueno évoquait les parcs relais. Alors, on a, dans le dernier appel à projet transport en commun site propre, donc, dont les résultats ont été annoncés en octobre dernier, on avait rajouté un volet pôle d'échange multimodaux qui a bien fonctionné. On avait quand même énormément de projets, y compris dans des comités de communes. Donc, c'était notre cible puisqu'on souhaite développer cette intermodalité dans les zones périurbaines. Et d'ailleurs, on les accompagne avec le CEREMA parce que c'est des projets quand même assez complexes, sur le niveau foncier, le nombre de partenaires, le montage, les négociations avec la SNCF. Il y a plein d'aspects qui peuvent rebuter des collectivités qui manquent un peu d'ingénierie. Et pourtant, c'est essentiel, effectivement, que ces correspondances se fassent bien. J'ai vu aussi récemment, pour avoir dans le sens qu'évoquait M. Neugnot, voilà, d'abord de valoriser l'offre qui existe. Que la région Nouvelle-Aquitaine a lancé une étude tout simplement pour de recenser les horaires et mieux les faire correspondre, parce que déjà entre les trains, les cars et tous les autres modes, il y a sans doute des correspondances qui peuvent être améliorées. Donc ça, c'est des choses assez simples qu'on peut aussi faire pour renforcer l'intermodalité. Voilà, et puis peut-être par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, que je partage évidemment. Donc, bien sûr, le MAS, on y reviendra sans doute, c'est un des moyens de faire connaître et de rendre accessible de façon simple cette offre multimodale. Je pense que l'enjeu qui était un peu esquissé, c'est que dans ces zones peu denses, le transport public n'est pas simple, puisque le transport public, par définition, ça demande une massification des flux. Et dans des zones qui sont peu denses, par définition, c'est compliqué. Donc, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Ça veut dire qu'il faut rabattre vers ces transports publics. Donc, il faut vraiment que cette intermodalité soit en place, sinon le car tout seul ne peut pas fonctionner. Donc, il faut qu'il y ait, et le train non plus. Donc, il faut qu'il y ait ces rabattements. Et puis, en même temps, il faut qu'il y ait une réflexion sur toute une gamme complémentaire de services. On parlait du VAE, le covoiturage, effectivement, des lignes de covoiturage. On peut imaginer toutes sortes de choses. Le vélo, bien sûr, aussi. Alors, je voulais rappeler quand même, effectivement, comme le disait M. Hainaut, il y a eu une belle progression du vélo, notamment pendant la pandémie, dans un certain nombre de villes. Il ne faut pas oublier, malheureusement, que dans le reste du territoire, en zone périurbaine ou rurale, on n'y est pas du tout. Hein. La tendance est encore à diminuer la part du vélo, qui est plutôt autour de 2% et qui tend à diminuer. Donc, il faut bien que le problème est encore loin d'être résolu, pour des raisons assez évidentes, hein, vous l'avez rappelé, c'est d'abord la sécurité. Les gens ne se sentent pas en sécurité sur ces routes de campagne. Et puis après, le deuxième problème, c'est de ne pas se faire piquer son vélo. Là, effectivement, il faut aussi du stationnement sécurisé. Voilà, choses sur lesquelles l'État intervient aussi, puisqu'on finance avec le plan de relance un certain nombre de places de stationnement près des gares, par exemple. Impeccable, merci. La question du rabattement gare est essentielle. On va pouvoir aborder le sujet du MAS. Donc, on avait eu cette question. Le MAS est-il indispensable pour répondre aux enjeux climatiques? Vous avez partiellement commencé à y répondre. Qui veut commencer sur ce sujet? Et puis après, juste pour préciser, on parlera de la gouvernance du MAS et je vous rendrai peut-être la parole à ce moment-là, Monsieur Neugnot. Monsieur Hainaut, Monsieur Appert, je ne sais pas qui de vous ce qu'on peut se dire, c'est que le MAS, ça peut constituer un vrai levier. C'est un des leviers, ce n'est pas le seul évidemment, mais ça permet de rendre les Français sûrement plus multimodaux. Et puis, au bénéfice d'un report modal qui sera favorable au transport public, VS la voiture. On sait que la voiture, de toute façon, il y a plein d'endroits où il faudra l'utiliser. On se rappelle qu'il y a quand même un paquet d'endroits en France où il n'y a pas d'offre de transport public à date et il faut être capable de l'utiliser. Mais en tout cas, voire même de l'intégrer, intégrer la voiture dans le MAS, d'être en capacité de la mettre dans le dispositif pour aller rejoindre le P+R qui va bien. C'est la voiture et passer à un autre mode de transport. Ce qu'il faut, c'est que ça facilite le déplacement. Il ne faut pas que ça soit compliqué à utiliser. On travaille sur des grandes métropoles aujourd'hui. Quand on voit qu'il faut 5 applis différentes pour faire sa mobilité dans une grande métropole, on a un petit problème, alors qu'on pourrait en avoir une bien foutue qui marche bien ou qui intègre l'ensemble des sujets. Donc, c'est de la facilité. Ça doit intégrer le motif, le moment, le tarif, et que chacun, finalement, soit responsable de sa mobilité et continue à la développer, à la poursuivre par lui-même, avec le moins de contraintes possible. L'enjeu, c'est de séduire. L'enjeu, c'est d'emmener les gens de la voiture vers le transport public. Et ce n'est pas qu'en répertoriant les transports publics qu'on donne envie. Il faut aller au-delà et il faut construire une vraie alternative qui fait que de manière tout à fait naturelle, parce qu'il y a de l'offre, parce qu'il y a
La fréquence, on ne se pose pas la question, on y va. Quand sur des lignes de car express, vous avez une fréquence toutes les 5 minutes, à la limite, vous n'avez pas besoin de masse parce que vous savez que 5 minutes après, vous avez le nouveau bus qui passe ou le nouveau car qui passe. Quand il y a des fréquences plus alternatives, là, vous avez besoin d'un vrai masse parce que vous êtes capable de programmer votre mobilité. Puis j'allais dire, la mobilité, il faut la programmer dans les deux sens, c'est-à-dire être capable de partir, être capable de revenir, parce que de temps en temps, on arrive à partir, mais on a beaucoup de mal à revenir. Donc tout ça crée de la contrainte. Donc moi, je dirais qu'il faut intégrer un certain nombre de choses. Il faut intégrer de l'infrastructure et que les infrastructures aussi puissent donner de la donnée de manière à ce qu'on puisse coordonner. Il faut évidemment que les services de transport en commun mettent leurs données à disposition. C'est très clair. Je peux vous garantir qu'il y a un paquet d'appels d'offres où on attend que les gens en place donnent leurs données. Je pense au ferroviaire, par exemple. C'est quand même assez compliqué. Voilà. Mais si on ne donne pas les données, comment voulez-vous qu'on y arrive? Et sauf erreur de ma part, on est quand même des transports publics. Et donc, la donnée, elle est publique et elle appartient à vous, délégation, autorité organisatrice, et nous sommes des délégataires de la mission de service public. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, bien intégrer la construction de l'outil avec tous les services numériques possibles. Et je rajouterais être capable d'intégrer à la fois le financement pour le développement du MaaS et d'avoir une tarification adaptée. Je pense qu'il y a un des leviers aussi d'utilisation plus fort du transport public, c'est la tarification. Et des fois, il nous arrive, en tout cas sur certains périmètres, sur certaines autorités organisatrices, d'avoir en fait des dispositifs contre-productifs sur la tarification. Alors, tout le monde y veille, etc. Mais c'est intéressant. Moi, j'étais la semaine dernière, j'étais à Stockholm. Vous prenez votre carte bleue, vous la posez sur la borne, vous entrez dans le métro. À la limite, vous ne savez même pas combien vous payez. Mais alors, l'expérience utilisateur est tellement dingue que vous le faites avec un plaisir immense. Et vous rentrez avec une facilité complètement incroyable. Après, je pense que vous raisonnez et vous prenez des abonnements si vous l'utilisez régulièrement. Mais en tant qu'occasionnel, c'est un truc juste hallucinant. On le fait, mais on ne le fait pas de manière continue et fluide. Donc, on doit vraiment travailler sur ces sujets-là. Et le MaaS, c'est un dispositif qui permet de faciliter ça. Merci, Monsieur Hainaut. Peut-être sur la gouvernance, on avait la question suivante, quel rôle pour quels acteurs? On a parlé tout à l'heure de l'ouverture des données, peut-être Monsieur Appert sur ce sujet. Oui, effectivement, si on veut parler effectivement de la mobilité avec une approche servicielle, pour essayer de traduire cet acronyme anglais MaaS, il y a un enjeu de mise à disposition des données, comme l'a dit M. Hainaut. Je pense qu'on peut se féliciter quand même qu'il y a déjà beaucoup de données ouvertes, ce qu'on a mis sur le portail transport.data. On va continuer, bien sûr. Alors, il y a le gros sujet du ferroviaire, avec des enjeux de confidentialité des données qui ne sont pas simples. Il faut y arriver aussi, ne serait-ce qu'avec l'ouverture à la concurrence du ferroviaire. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'avoir davantage de données temps réel. Ça va être un peu le défi des prochaines années, parce que les gens, maintenant, ils ne veulent pas seulement savoir s'il y a un bus, mais si le bus est en retard, s'ils vont pouvoir l'attraper, c'est un peu logique. Le MaaS, c'est aussi la simplicité. Enfin, ce sont des systèmes complexes, mais leur intérêt, c'est qu'ils rendent les choses simples. Vous avez peut-être entendu parler d'initiatives en Autriche et en Allemagne récemment, le Climate Ticket en Autriche, 3 € par jour. Alors, ça ne paraît pas beaucoup. Quand on regarde, en fait, à Paris, le Navigo, qui dessert quand même la plus grande capitale européenne, continentale, c'est moins cher que ça. C'est 2 € par jour. Et encore, il y a le remboursement de l'employeur. Mais c'est vrai que c'est des chiffres qui parlent. Et puis, en Allemagne, ils ont mis en place un abonnement à 9 € par mois récemment. Enfin, quelques remous, mais ils ont cette ambition. Ça coûte très cher, effectivement, sur 3 mois. Ce que je trouve intéressant dans ces projets, c'est pas tant le tarif, même si c'est pas anodin, c'est important. Surtout, en fait, d'avoir une tarification intégrée, c'est-à-dire que globalement, les transports publics sont déjà beaucoup moins chers que la voiture. Donc, l'enjeu n'est pas d'abord de baisser les tarifs des transports publics, d'autant qu'il faut les financer, il faut financer l'investissement, il faut financer cette nouvelle offre en périurbain. Mais c'est vrai que, par contre, pour certains usagers intermodaux, l'addition des tarifs, si ce n'est pas bien pensé, ça peut quand même être un frein.
Donc, il y a un enjeu d'intégration tarifaire. Et sinon, c'est surtout la simplicité, je trouve, qui est intéressante dans ces projets autrichiens et allemands. Donc, ça doit être un stimulus pour nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en France, mais ça ne va pas encore à des choses intégrées à l'échelle de région et à l'échelle nationale. Donc, ça doit nous interpeller aussi. Merci. Monsieur Nonio, peut-être sur la gouvernance du MAS, avec votre expérience en Bourgogne-Franche-Comté. Bien, l'expérience, on l'a commencé, la volonté a été affichée il y a 4 ans, avant la LOM. Donc, autant dire que la LOM nous donne une légitimité que nous n'avions pas avant. Ce que l'on a mis en place et qui fonctionne déjà, il devra se compléter, c'est quand même la gestion en temps réel de toutes les mobilités sur la Bourgogne-Franche-Comté. En temps réel, parce que ça, c'est essentiel quand on parle de masse. Et l'acquisition de données, bon, maintenant, ça a été un peu dur avec certains, mais on y arrive. Et la pression de l'État est bienvenue en la matière pour que les choses se disent. Il faut partir du principe que la donnée, en soi, ne vaut rien. C'est l'utilisation qu'on en fait qui a une valeur. Et la donnée elle-même, vous donnez un paquet de données à quelqu'un, s'il ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Et on était plutôt dans cette démarche-là. Donc là, ça permet d'avancer. Ce qui est important au niveau de la gouvernance, c'est d'avoir un masse, notre organisation, c'est un masse régional qui ne perturbe pas tous les masses locaux dans les agglos. Ça vient s'ajouter, mais ça ne vient pas perturber. Parce que si on veut faire le Big Brother où tout rentre dedans, ça ne marchera pas. Donc, on a une gouvernance où effectivement, on parle d'interopérabilité, de charte d'interopérabilité, mais on vient compléter un dispositif et poser la problématique de ceux qui sont en dehors des zones urbaines et qui viennent régulièrement. Comment on facilite ça? Alors, il y a des tarifications combinées qui sont nécessaires, mais bon. Mais l'autre élément dans le MAS, il y a la nécessité de faire apparaître tous les moyens de transport. La marche à pied, il ne faut pas l'oublier, parce que ceux qui viennent notamment en milieu rural, beaucoup plus qu'en ville, qui veulent rentrer dans le magasin, voilà. Bon, la marche à pied est quand même un élément à mettre. Le vélo, et là, nous, on a une politique de développement au niveau des gares, on a 25 gares, on va monter à 40, d'abris vélos sécurisés, qui sont déclenchés par le MAS, par l'application Via Mobilo, qui permet de réserver, de payer l'abri vélo sécurisé. On a le covoiturage, donc le covoiturage qui a été conçu globalement sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, avec la capacité de créer, et on commence de le faire, des communautés. Alors les communautés, ça peut être, je prends cet exemple-là, une salle de spectacle, où effectivement, on a cette communauté de gens, les abonnés spectacles et tout, et qui ont la capacité d'utiliser cet outil-là. On a voulu un outil régional, mais qui puisse se décliner localement. C'est aussi un outil de covoiturage que l'on développe, le covoiturage organisé conventionné. On a 6 lignes en expérimentation, là en domicile travail, dans l'entreprise, où effectivement, eh bien, on prend en charge l'outil global et les flux financiers avec tous les justificatifs, notamment pour la défiscalisation, la désocialisation. Et c'est la région qui amène cet outil-là que l'on va pouvoir apporter. Et puis les réseaux qui existent actuellement, le car interurbain, le train. Et les réseaux naturellement urbains, j'en ai parlé. Et ce que l'on veut faire maintenant avec des EPCI, c'est de trouver des solutions de mobilité à l'intérieur des EPCI, pour aller prendre un train, pour aller, à partir de la méthode que j'ai dit tout à l'heure, pour effectivement voir quelle est la meilleure solution. Et il y a un élément, vous en avez parlé, que l'on veut faire dans les périphéries des villes, c'est effectivement les aires de covoiturage, où
selon les flux et les heures de la journée, son partenariat avec les EPCI urbains pour effectivement avoir des bus qui vont un peu plus loin ou des cars, ou alors les systèmes de covoiturage que l'on met en place. Donc, ce MAS en temps réel, la gouvernance, c'est beaucoup de salive, beaucoup de persuasion, beaucoup de réunions, et puis porter une ambition pour le faire. Quand on a lancé ça, notamment en marché que l'on a lancé il y a 4 ans, c'était un peu risqué parce que on a eu 3-4 groupes qui se sont intéressés à cela. Au bout du compte, il n'y en a resté que 2 parce que c'était... Mais maintenant, on voit toute la pleine mesure. Et l'autre élément qui est, il faut, parce que là, on est dans les déplacements domicile-travail sur une région, mais il faut que l'on passe des accords avec des opérateurs, notamment de mobilité longue distance, pour qu'effectivement, on puisse aussi avoir une réciprocité, leur dire, on vous donne les données en temps réel de notre région que vous pouvez exploiter, mais d'un autre côté, vous nous donnez vos données en temps réel pour que, une région, on va jusqu'à Lyon, on va jusqu'à Paris, voilà. Donc, c'est quand même intéressant, après, si on veut aller à Bordeaux, de repiquer sur un TGV, sur autre chose pour pouvoir fonctionner. Donc, il y a cette couture qui devrait être faite progressivement et je crois que les régions ont à jouer ce jeu-là, ils le feront progressivement avec des méthodes. Mais il y a à se préoccuper aussi de ce qui se passe au-delà des régions, dans les zones frontières, pour permettre d'avoir une complétude d'offres et que cela reste public. Parce que la nature a horreur du vide. Si on ne veut pas que Google ou d'autres se mettre à notre place, il y a quand même bien une nécessité de maîtriser. Parce que maîtriser la donnée, enfin maîtriser un MAS, c'est aussi maîtriser les flux de mobilité. En matière d'aménagement du territoire, c'est très important. Je vais dire un peu de mal d'une application, non pas sur sa technique, mais c'est un choix qui est normal, sur SNCF Connect, comme ils vendent, et c'est normal, ils vendent de la liaison de SNCF Voyageurs. Vous faites Besançon-Dijon, vous regardez, quand il y a un TGV sur la ligne normale entre Besançon, Viotte et Dijon, et un TER, le TER disparaît. Et on vous met… C'est un scandale. Comment ? C'est un scandale. Oui, mais c'est comme ça. Qui paye le TER? C'est vous? Oui, mais c'est une agence de voyage. Non. Oui, mais actuellement, c'est une agence de voyage. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que face à cela, il faut prendre une certaine autonomie. Et là, moi, il faut convaincre tout le monde pour le faire, notamment les AO urbaines, pour avoir cette complétude. Sur la tarification, on a des accords de tarification, mais qui datent du côté bourguignon des années 2012-2013. On a fait la tournée des popotes à ce moment-là, où effectivement, on a des tarifications combinées entre le réseau urbain et le TR. Et quand on prend une tarification combinée, il y a une remise de 10-20% qui est abordée pour donner la facilité. Mais le MAS, je pense que les nouvelles technologies sont telles que il faut que ce soit très simple d'utilisation, donc très complexe derrière. Le voyageur, il se fout de savoir la couleur du taxi. Il va aller d'un point A à un point B, il y aller facilement. En cas de perturbation, il doit avoir immédiatement les solutions alternatives, avoir de l'information, parce que c'est la relation clientèle aussi, une très grande fiabilité. On accepte qu'il y ait des désordres dans les mobilités organisées, transport public. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est de ne pas être informé, savoir pendant combien de temps, comment ça va reprendre et si on a des solutions alternatives. Si on veut vraiment faciliter, c'est cela. Et notamment, tu as dit, il y a l'aller puis il y a le retour. Il faut savoir comment revenir. Et ça, je pense que
c'est parti. Et puis, il y a de plus en plus de startups qui travaillent sur tel ou tel point et qui vont améliorer ce qui se passe dans les masses. Merci. On est un peu short sur le timing. Thomas me fait signe qu'on n'a pas de questions en ligne. Peut-être, on peut prendre peut-être éventuellement une question, s'il y en a une ici dans la salle, avant de passer à la deuxième thématique qui concernera plutôt le financement des transports publics. Oui, allez-y, monsieur. Moi, j'ai une question. Une partie de sa réponse, je ne pas complète. On a souvent tendance dans les discours à opposer transport public et voiture. Peut-être pas assez transport en commun et autosolisme. Moi, je pense que la voiture peut être un allié du transport public, notamment par le covoiturage, et qu'aujourd'hui, si on met 2 personnes par voiture au lieu d'une, on réduit on divise par 2 le nombre de voitures sur les routes et donc l'empreinte carbone de la voiture. Vous avez parlé pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais aujourd'hui, est-ce que les transporteurs publics, est-ce que l'État aussi peut avoir un rôle supplémentaire d'accompagnement au covoiturage pour essayer de porter cette mesure qui en fait est déjà une mesure de transport en commun et déjà une mesure de décarbonation? Monsieur Appert, oui, c'est pour vous. Complètement. Vous avez tout à fait raison de poser cette question parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a vraiment des synergies possibles en plus entre le covoiturage et les transports publics. Je voulais citer un outil qu'on n'a pas évoqué, mais qui sont les voies réservées en entrée d'agglomération. Ces voies peuvent être réservées au transport public et au covoiturage. C'est ce qu'on promeut parce qu'en fait, une voie réservée au transport public avec un bus ou un car qui passe toutes les 10 minutes, évidemment, c'est difficile à justifier quand les gens à côté se payent des bouchons encore plus grands. Par contre, si vous autorisez le covoiturage, là, évidemment, vous allez mieux remplir, vous allez mieux faire accepter, vous allez favoriser le covoiturage, inciter au covoiturage. Ça, c'est un axe qu'on soutient. Dans le dernier appel à projet de transport en commun propre, on soutenait déjà ce genre de projet. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a 4 projets qui ont été soutenus en Gironde et en Loire-Atlantique. Mais il faut vraiment que tout ça se développe. Alors, la loi climat a prévu d'ailleurs que sur toutes les pénétrantes à plusieurs voies, je crois, des agglomérations qui doivent accueillir des zones à faible émission, qui vont de toute façon restreindre la circulation, il y ait ce genre de voies qui soient étudiées. Ça, c'est un des axes importants. C'est vrai aussi en rural. Hein. En rural, avoir plus de personnes par véhicule, et vous avez autant sur la décarbonation des véhicules, on gagne un peu, je dirais, mais on gagne beaucoup plus en mettant plus de monde dans chaque véhicule, quel que soit le type de véhicule. Quel que soit le type de véhicule. Je voudrais dire quand même pour le train, on n'est quand même pas trop mauvais. On est, je crois même en moyenne, dans un TER, on a 2 personnes de plus, on doit être à 78 ou 80 personnes, ce qui est à peu près le niveau de même légèrement supérieur au réseau allemand. Mais on peut faire beaucoup plus. Alors la difficulté quand même… 2 fois plus cher. Comment ? 2 fois plus cher que les réseaux allemands. Oui, c'est comme la difficulté qu'on a, c'est que tout est concentré sur les heures de pointe. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur le bureau des temps. Hein, c'est-à-dire, si on arrive dans la négociation avec les entreprises à décaler un peu pour avoir plus d'amplitude, je pense qu'on aura aussi de meilleurs résultats. Moi, je le sais sur certaines dessertes, ben, il y a 2 trains, 3 trains qui sont hyper bondés, où on se fait engueuler régulièrement. Hein. Mais mettre les moyens uniquement pour ces trains-là, c'est assez complexe parce qu'un train, ça fait ça. Et voilà. Donc, si on arrive à gérer, et c'est un temps après, si on arrive à gérer les heures de prise de boulot et autres pour étaler sur une période un peu plus large, je pense qu'on aura une meilleure efficacité. Parce que sur les réseaux, on a cette problématique de pointe et du reste où il y a beaucoup moins de monde et les moyens mobilisés en matériel, ça compte aussi. Hein, donc. Et la capacité aussi d'utiliser les sillons, parce que si tout le monde veut arriver à la même heure et partir à la même heure, il y a un moment où on s'engorge aussi, d'autant plus on veut mettre aussi du fret, donc voilà. C'est très complémentaire. Je pense qu'il faut associer les solutions, mais on ne rivalise pas en fait. Quand on met un car express, un P+R, une voie dédiée, et qu'on a une pénétrante, et qu'on
en l'espace de 45 minutes, on arrive en centre-ville, parce qu'on se rappelle juste qu'il y a 40% des gens qui vivent à l'extérieur du centre. Il y a l'échelle de la zone urbaine et qu'il faut trouver des solutions. C'est équivalent très rapidement, 1000 personnes jour, ça fait 500 voitures si on fait du covoiturage à deux. Donc, on est quand même, essayons d'être cohérents et d'être le plus ouvert possible. Et puis, sur les solutions sur la ruralité, il y a quelques solutions qui sont plus liées à l'économie sociale et solidaire, qu'il faut être capable de construire aussi. Nous, on connaît bien ce qu'on appelle les Birdbus, les bus de quartier aux Pays-Bas, où on crée des lignes en fait conçues par les habitants pour les habitants. C'est des vraies lignes, c'est pas du TAD. C'est piloté par un conducteur qui est formé par un opérateur. On entretient le matériel en tant qu'opérateur, on met ça à disposition et in fine, on crée des lignes. Aux Pays-Bas, il y a 250 lignes qui embarquent 20 conducteurs à chaque fois. Et tout ça, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et c'est finalement un coût qui est acceptable dans la ruralité versus un coût de transport public que si on devait le créer, il coûterait très, très cher et ne serait pas compétitif ni économique. Donc, il y a des solutions à combiner. Il y a beaucoup d'expérimentations à monter, mais souvent, on arrive à créer des expérimentations en dur. J'ai en tête ce qu'on a créé sur l'emploi pour amener les gens vers l'emploi, notamment dans les Hauts-de-France, à Fourmi. D'une expérimentation, c'est devenu un marché public et un service au quotidien depuis que ça a été créé, que cette innovation a été mise en place. Donc, il y a pas mal de choses à faire et en complémentarité. Et puis, il y a rejoindre les réseaux structurants, il y a être en capacité aussi, on l'a dit, le périurbain en proximité des grandes agglos, en proximité des villes moyennes, c'est là que c'est essentiel. Et la LOM, après, nous permet aussi d'imaginer des solutions un peu plus dans territoire moins dense, avec la prise de compétence des autorités organisatrices. Et le MAS, au milieu de ça, c'est votre compétence, c'est votre outil, et nous, on est là pour l'accompagner. Avec beaucoup de respect et toujours avec des données à votre service. Il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est ce que certains appellent la mobilité forcée. Il y a un certain nombre, en rapprochant des services du lieu où on a besoin, on peut limiter fort aussi des déplacements. Et nous sommes en train de le faire avec un système, notamment les personnes occasionnelles qui se déplacent. Elles font un premier aller-retour à la gare pour aller acheter le billet, savoir comment ça se passe. Si les petits-enfants qu'on veut voir changent, il faut aller rechanger le billet à la gare et tout. On a mis en place un système où, avec un téléphone filaire, vous pouvez acquérir votre titre de transport par la communication de 12 chiffres qui vaut billet et qui est reconnu par le transporteur. Voilà, donc ça, c'est des outils et des nouvelles technologies. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qui vont se développer. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur à 3-4 ans et qu'on voit tout ce qui est arrivé à 3-4 ans, il y a une accélération et ce qu'il faut avoir une veille sur ces sujets-là, pouvoir les apporter. Et donc, il y a la capitalisation qui est faite au niveau national sur toutes ces données-là qui est important parce que faut des systèmes à dupliquer. Et je pense que tout est en rayon. Et il faut pouvoir, avec un territoire, débattre du meilleur outil pour y répondre et pas opposer les outils les uns aux autres. Je vous remercie, il faut absolument qu'on avance. Donc, je vais vous demander d'être un peu plus concis pour les deux autres. Merci, c'est vous la chef. Pour les deux autres thématiques, on va aborder la question du financement des transports publics. Et pour commencer, peut-être, Monsieur Hinault, pour que tout le monde ici présent et en ligne parte sur un niveau de connaissance, on va dire, commun, est-ce que vous pouvez nous préciser, alors je ne sais pas, est-ce qu'on parle en ticket, est-ce qu'on parle pour 1 kilomètre, qui finance quoi? Voilà, prendre un peu une image assez simple pour nous aider à bien comprendre les enjeux du financement. Ensuite, on va parler de l'évolution possible de ce modèle de financement. Et puis, on finira sur ce volet sur la question du financement de la mobilité par les employeurs. Bon, je suis bien encadré parce que c'est vous qui l'avez créé le système et c'est moi qui vais en parler. Donc, je pense qu'il y a nous, on n'a pas créé, on l'a suivi.
Je pense que le transport public est autour de trois piliers en termes de financement. Il y a un premier pilier qui est ce qu'on appelle le versement mobilité, qui peut être perçu pour les entreprises de temps en temps comme un impôt de production, mais qui est d'abord un dispositif fort et j'allais dire incontournable du financement du transport public, et qui n'est pas lié forcément à une réciprocité d'offres partout. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on doit évidemment tous travailler, parce qu'on voit bien que le FMD est aussi un sujet là-dessus pour développer des offres spécifiques sur un certain nombre d'activités, de zones d'activité, mais pour répondre à beaucoup d'offres urbaines, interurbaines en France, le sujet, il est évidemment d'aller travailler toutes les zones d'activité qui sont en développement et d'offrir un service complémentaire, et pas juste de dire l'usine historique qui était à cet endroit-là, perdue en pleine ruralité, doit forcément avoir un dispositif précis qu'on fait pour des salariés qui ne l'utilisent pas de toute façon parce qu'ils ont leur voiture. Mais donc, de trouver un équilibre. Et donc, le versement mobilité, c'est d'abord un peu plus d'un tiers du fonctionnement. On parle même de 48% maintenant sur le versement mobilité en termes de financement des transports publics. Il y a une autre partie qui est liée à la fiscalité locale et aux collectivités, qui est d'à peu près un tiers aussi, qui est d'apporter, c'est l'impôt, les impôts qu'on paye quand on est citoyen. Il y a une partie de ces impôts qui est reroutée sur le financement des transports publics, fiscalité locale, et puis les recettes commerciales qui sont aujourd'hui en France de manière assez faible, puisqu'elles tournent autour de 30% en termes moyennes, avec quelques très beaux exemples. Lyon, par exemple, est à 66% de recettes sur les coûts, de la réalité du coût du transport public sur la métropole de Lyon. Et on voit bien qu'on est là-dessus peut-être un peu déséquilibré, d'ailleurs, par rapport à d'autres pays européens. J'étais encore à Stockholm la semaine dernière, donc Stockholm, c'est 46% du transport qui est financé par les revenus directement de fréquentation, les revenus commerciaux. Donc, il y a un effort à faire. Je pense qu'on aura une bonne stabilité du financement si on était capable d'aller chercher du revenu en plus. Donc, ça va à l'encontre des théories sur la gratuité, très clairement. Mais je crois que, en fait, de manière très simple, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on a un service de qualité, quand on a un service en fréquence, en régularité, on est prêt à payer, et on le voit dans le monde entier. Il y a un certain nombre de pays où le salaire est très très bas, mais les gens payent parce qu'ils ont un service pour aller travailler et que ça leur facilite la vie. Et donc, plus le service sera adapté, plus ça sera simple de faire payer les habitants. C'est vraiment une question de service. Le prix intervient en 4e position par rapport aux critères de choix du transport public, laisse la voiture. Voilà, donc c'est l'offre d'abord, et offre en numéro 1. Merci pour ces précisions. Donc, on avait 2 autres questions en lien avec cette question du financement. Quelle perspective d'évolution de ce modèle économique, et quel financement, peut-être au pluriel, pour reverdir les transports en commun et atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone? Monsieur Appert, vous avez été rapporteur du rapport Duron, il me semble, sur le modèle économique des transports. Est-ce que vous souhaitez apporter des éléments sur le sujet du modèle économique? Oui, bien sûr, c'est un sujet de préoccupation, alors qu'il était déjà avant la pandémie, qui s'est accru, bien sûr, avec la pandémie, puisqu'il y a quand même une baisse de fréquentation. Alors, pendant la pandémie, c'est évident, mais même encore aujourd'hui, vous savez qu'il y a les données de l'ITP notamment, que je remercie, de tous nos partenaires, confirment qu'il n'y a pas aujourd'hui la fréquentation d'avant la crise. On est plutôt à 15% en dessous de la fréquentation d'avant la crise dans les transports urbains, et donc c'est autant de recettes en moins, forcément. Donc ça, c'est une préoccupation. Alors, on pense que ça va petit à petit retrouver le niveau d'avant-crise, mais ça va prendre des années. Et pendant ce temps-là, évidemment, les équilibres économiques sont menacés. Alors, avec Philippe Duron, effectivement, on a exploré cette question en auditionnant beaucoup d'acteurs. Ce qui apparaît, c'est que le versement mobilité, évidemment, est quand même un sujet global dans la taxation des entreprises, qui peut ressurgir forcément, puisque c'est une question pour la compétitivité de nos entreprises. Mais finalement, dans l'ensemble, les acteurs, y compris patronaux, sont quand même plutôt
voilà, attachés à une stabilisation du modèle. Ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'il n'y ait pas de changement de règles en permanence, et ça, c'est évidemment important. Donc voilà, la tendance serait plutôt à consolider ce modèle du versement mobilité qui a quand même bien fonctionné en France. Hein. C'est quand même ce qui a permis, alors non pas malheureusement d'augmenter beaucoup la part modale du transport public, puisque, comme l'a rappelé Edouard Reynaud, malgré les investissements énormes qui ont été faits ces dernières décennies, la part modale du transport public reste faible. Mais ça pour des tas de raisons, notamment liées à l'urbanisation, etc. Mais enfin, ça a permis quand même de maintenir cette part modale au moins, et puis de changer aussi l'image du transport public avec le retour du tramway dans les villes françaises, qui a donné une vision, je pense, plus positive du transport public, et qui est un phénomène assez unique en Europe et dans le monde, hein, puisqu'en fait, on est les seuls à avoir cette source de financement. Et voilà, ça a permis quand même de financer des gros projets, donc il faut s'en féliciter. Mais d'un autre côté, on voit bien que le modèle arrive un peu à ses limites, puisque finalement, ça marche tellement bien, ces versements mobilité, y compris d'ailleurs pendant la pandémie, on s'attendait à un effondrement de cette recette, finalement, elle n'a pas tant chuté que ça. Ça marche tellement bien que c'est assez tentant pour des élus et encore plus pour des candidats aux élections, de promettre en échange, de promettre la gratuité des transports publics, puisqu'ils ont finalement un outil de financement qui fonctionne bien. Et alors, d'un côté, bon, je tiens à le rappeler, mais de toute façon, monsieur de Dieu l'aurait fait à ma place sinon, que la tarification des transports publics, c'est complètement du ressort des collectivités, des autorités organisatrices, en vertu du principe de libre administration. Donc, si elles souhaitent faire la gratuité, elles peuvent évidemment le faire. Nous, l'État, on est juste garant des grands équilibres, et comme l'a rappelé Edouard Reynaud, il y a quand même une question d'équilibre entre les trois piliers, donc versement mobilité, subvention publique et tarification, à laquelle on doit veiller. Parce que, bon, on sent bien que le MEDEF, par exemple, même si, voilà, n'est pas forcément enclin à, même s'il y a eu des tentatives encore récentes à remettre en cause le versement mobilité, dès qu'on va aller titiller par une disparition du financement par l'usager, évidemment, il va remonter au créneau. Donc, c'est quand même une préoccupation. Donc, le rapport Duron a fait quelques propositions à la matière. Un des sujets, c'est effectivement de proposer des solutions concrètes. Hein, et nous, notamment, on essaye, avec le GART, de mieux faire connaître ce qu'on appelle les tarifications solidaires, puisque finalement, il y a un vrai sujet quand même pour une partie de la population d'accéder au transport public, même si c'est moins cher en général que la voiture. Ça peut être quand même une difficulté. Et donc, la gratuité est une réponse à ça. Mais la tarification solidaire, finalement, permet d'atteindre le même objectif sans compromettre les ressources du transport public. De quoi s'agit-il? Les tarifications solidaires, ça va consister à donner des réductions qui peuvent aller jusqu'à la gratuité, mais uniquement en fonction du revenu du ménage. Donc, c'est vraiment adapté au problème qu'on a à traiter. Et ce n'est pas une mesure générale, donc on sait bien qu'il y a un effet d'aubaine. Si vous faites la gratuité dans un réseau, ça veut dire qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer, qui ne vont pas payer. Et il y a même des piétons qui, parce qu'il pleut, vont aller se réfugier dans un bus et saturer un bus qui est déjà plein à l'heure de pointe, alors que ceux qui en ont besoin pour aller travailler parce qu'ils habitent loin, ils subissent. Voilà, donc bon, tout ça pour dire que le débat reste ouvert sur ces questions de tarification. Mais voilà, il y a quand même un sujet de préoccupation. Si on veut développer l'offre, notamment en périurbain, où forcément ça coûte assez cher parce qu'il y a des grandes distances, c'est plus difficile de rabattre les gens, il faut organiser des rabattements, il faut organiser des parcs relais, des pôles d'échange multimodaux, tout ça a un coût. Donc voilà, le versement mobilité, c'est évidemment un outil puissant qu'il faut essayer de préserver, mais pour qu'on puisse le préserver, c'est important aussi que la part de l'usager puisse aussi être maintenue. Merci. Monsieur Hainaut, peut-être sur le volet financement du verdissement des transports collectifs. Il est assez essentiel, en fait. Il y a plusieurs sujets, en fait. Hein. L'objectif, on sait tous, c'est d'essayer de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 50%. Je crois qu'il y a un plan, par exemple, pour l'Île-de-France et les métropoles françaises, il faut presque mettre 50 milliards sur la table en 5 ans. Donc, c'est beaucoup. Et l'idée, évidemment, c'est d'offrir des possibilités alternatives à l'utilisation de la voiture pour ceux qui, finalement, travaillent dans les centres, mais n'habitent pas dans les centres, puisqu'on est aussi dans cette dynamique-là. C'est que les villes se sont étalées, les coûts du logement sont impossibles à gérer pour un certain nombre de personnes et s'éloignent de plus en plus.
Et donc, on voit les phénomènes de congestion, etc. etc. Donc, il y a nécessité de travailler ces déplacements domicile-travail. On se rappelle que 77% des déplacements domicile-travail font plus de 10 km. Donc, on peut imaginer le vélo à un moment donné, mais quand on est entre 10 et 65 km, puisque la moyenne est autour des 65 km par jour, la voiture a encore toute sa place là-dessus. Hein. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte. Donc, on pourra imaginer 3 axes, de continuer à travailler. D'abord, rationaliser les dépenses et faire baisser les coûts. On pense naturellement au ferroviaire. Ferroviaire, c'est quand on compare des dispositifs, le problème, c'est à la fois sûrement de continuer à développer un certain nombre de lignes, mais c'est surtout d'améliorer la compétitivité des lignes existantes. Et on a des véhicules de comparaison entre la France, la Suède. On voit bien que les coûts peuvent être divisés par 2 globalement. Et donc, ça permet de développer de l'offre et de renforcer l'offre autour des dispositifs. Évidemment, il y a tout le dispositif de régénération d'un certain nombre de lignes qui coûte quelques milliards et sur lesquels il faut évidemment travailler. Les coûts de la SNCF en train-kilomètre sont 2 fois plus chers que les coûts des opérateurs allemands ou suédois aujourd'hui. 2, c'est comment on retrouve la capacité de financement dans les transports en commun avec le ratio recettes-dépenses, j'en ai parlé. Nous, on est farouchement opposés à dire qu'il faut baisser la TVA à 5,5 parce que je pense que c'est encore dégrader l'image du transport public et c'est ne pas apporter une solution digne de ce nom. Je pense qu'il faut investir lourdement et il faut apporter de l'offre. Et dans ce cas-là, on embarquera des voyageurs qui seront prêts à payer. Et donc, il faut que les voyageurs payent. Donc, ceux qui ne peuvent pas payer doivent bénéficier de la tarification solidaire. Ceux qui peuvent payer, ils doivent payer le bon montant, c'est-à-dire un montant qui se rapproche au moins des 50% de R sur D. Je crois que ça, c'est un élément important, alors même qu'on a vu les choses se dégrader depuis 50 ans dans ce domaine-là, et que finalement, la réponse n'est pas là, puisqu'on voit que ça n'a pas d'effet très, très fort aujourd'hui. Et puis, continuer à travailler des nouveaux outils de financement. On sait que ces outils de financement, ils vont être aussi liés à notre capacité à exécuter la transition énergétique. Je pense qu'à horizon 5 ans, vous ne serez plus financé si vous n'avez pas fait la démonstration que vous allez faire des déplacements écologiques durables. Et n'oublions pas une chose, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut regarder l'empreinte. Il faut regarder l'empreinte des véhicules qu'on utilise, il faut regarder, et c'est compliqué parce que manifestement, aucun fabricant, par exemple, de voiture ou de bus est capable de vous construire l'empreinte complète de son véhicule électrique. Et je crois qu'il faut quand même raisonner global et faire des bilans qui ont peut-être du sens. On parlait de covoiturage, peut-être qu'aujourd'hui, 3 personnes dans une voiture à essence, c'est mieux qu'une personne dans sa Tesla. Voilà, pour la planète. Et je crois que notre devoir à tous, c'est de regarder ça avec vigilance parce que les générations futures, et Dieu sait si nous, on est intégrés puisqu'on mesure notre indice de positivité, donc on est déjà dans la RSE et on se projette région par région dans ce domaine-là avec des indicateurs important, économie sociale et solidaire, transition écologique, fait qu'à un instant T, il faut préparer pour les générations futures le monde qui nous entoure. Merci. Peut-être rapidement pour finir sur le sujet du financement. Monsieur Nognon, vous avez évoqué tout à l'heure le comité des partenaires. On a évoqué aussi les négociations annuelles obligatoires pour les employeurs. Comment vous percevez cette évolution du rôle de l'employeur dans le financement de la mobilité des salariés? Le sujet pour l'employeur, c'est qu'il paye un versement mobilité sur ses salariés et on organise au niveau de l'AOM urbaine uniquement pour des solutions, uniquement pour ceux qui habitent dans l'aire urbaine. Et ceux qui viennent de l'extérieur, qui ont
beaucoup plus de besoins non satisfaits actuellement, il n'y a personne qui finance. C'est ça. Donc, on avait parlé d'une capacité de versement mobilité interstitielle. Enfin, il y a eu beaucoup de débats et d'études faites sur ce sujet-là, en sachant que les AOM EPCI rural vont avoir la capacité d'avoir un versement mobilité pour autant qu'ils ont des lignes régulières. Voilà. Donc, il y a une certaine complexité, mais d'une façon générale, si on prend le problème du financement par les régions, je ne parle pas des infrastructures, mais du fonctionnement lui-même, on va être très rapidement devant une sorte d'impasse, puisque plus on va être vertueux, moins on aura de recettes. La taxe sur les produits pétroliers, si on diminue l'utilisation, c'est autant de recettes en moins. Le fait d'exonérer de carte grise, la carte grise pour les véhicules dits propres, où on a une vision très extensive, parce que je ne pense pas que l'hybride, le gros hybride dont on ne sert jamais d'électrique, on est toujours, voilà, ce n'est pas forcément la solution. Et avoir 2 motorisations, ça fait comme du poids embarqué. Voilà. Donc, on va avoir ce sujet-là à traiter. Ensuite, il y a de très grandes disparités de région à région. Je vais vous donner quand même l'éventail. La part payée par le voyageur va de 19% à 50%. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons de réseau et tout. L'Occitanie, on est à 19%, et le plus élevé, c'est la Normandie, pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont intégré du TET, et l'essentiel, c'est de l'ancien TET, et ils ont l'intelligence de garder les tarifs. Donc, ça fait quand même beaucoup plus. En moyenne, on est à 24-25%. Donc, moi, je vais totalement dans le sens de ce qui a été dit. Si vous faites de la gratuité, c'est un choix politique que l'on peut faire, on ne peut plus faire d'investissement. Il faut faire le choix. Je vais prendre l'exemple de Montpellier qui a développé la gratuité. Ils ont arrêté leur investissement parce qu'on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux. Donc, c'est un choix politique qui est apporté. Je pense que le prix du transport est quand même très bas actuellement. Quand on compare avec d'autres pays, en Suisse, vous n'avez pas une ligne qui demeure s'il n'y a pas 50% payé par l'usager. Et quand on regarde dans les zones, nous, on travaille avec les Suisses, hein, moi je vois le choc des tarifs. Sur une ligne qui défraie la chronique comme étant Belfort-Del, hein, quand vous avez la bonne arrivée à des tarifications combinées entre les deux, bon, les Suisses payent beaucoup plus, ce qui surprend les Français. Voilà. Donc, il y a un sujet là, sur le financement, il y a 3 sujets. Premièrement, ceux qui sont à l'extérieur de l'AOM urbaine, et pour lesquels les entreprises payent pour tous leurs salariés alors que les systèmes sont de la responsabilité d'autres. Il y a le système du financement où il faut augmenter le coût des transports. Je pense qu'on ne pourra pas, si on va avoir de la qualité, il faudra augmenter progressivement le coût du transport. Or, on a toujours fait une certaine stabilité et le transport reste beaucoup... organisé, public reste beaucoup moins cher que tout le reste. Voilà. Et je pense, nous, on voit bien, on a fait des augmentations assez régulières, hein, et ça ne gueule pas. Ça ne gueule pas parce que le différentiel est très fort. Le différentiel est très fort. Et puis ensuite, il y a à moyen et long terme, comment les régions vont pouvoir continuer à financer ces transports alors que les recettes, alors il y a de l'apport affecté, d'un côté, et ce qui est lié un peu à la mobilité, plus on est exemplaire, moins on aura de ressources. Vous avez la réponse là? Non. Bon, moi je me retourne vers les femmes, ils sont très conscients de ce sujet-là. Je ne parle pas du financement. Très rapide, puisqu'après, il ne me reste pas que 10 minutes pour le dernier volet. Non, mais cette question de disparition des ressources fiscales liées à la voiture, elle se pose encore avec plus d'acuité pour l'État, hein, parce que l'essentiel des taxes. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Oui, je comprends. Et c'est pour ça qu'avec Philippe Durand, on avait déjà effectivement abordé la question dans le rapport.
Et il y a des réflexions dans le monde entier là-dessus, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Et une des pistes, mais bon, c'est plutôt du moyen terme quand même, c'est d'évoluer vers une redevance kilométrique, par exemple, qui est plus liée à la consommation d'un carburant, mais l'utilisation d'une voiture, qui va quand même consommer de la route, consommer des places de stationnement, de l'espace en ville. Donc voilà, c'est une piste parmi d'autres, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Merci. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre les questions. S'il y en a, on le fera. Je vous proposerai de prolonger un petit peu pour ceux qui sont présents. On va aborder le dernier volet sur les transports en commun et la sûreté. Donc, on a 2 questions sur ce volet. La première, c'est quelle gouvernance pour assurer la sécurité dans les transports en commun? Comment est-ce qu'on gère la question de la sécurité, à la fois pour les usagers, mais aussi pour le personnel. Sur la question de la gouvernance, peut-être je vous donne la parole très rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Meuniot, et puis ensuite peut-être Monsieur Hainaut sur la question usager et personnel. Bon, dans notre région, on n'a pas vraiment de sujet très prégnant, que ce soit sur les cars interurbains ou bon, on a des outils de surveillance. Il faut partir du principe que le conducteur est le chef de bord et doit assurer, il faut qu'il soit en capacité d'appeler à tout moment à la rescousse. Voilà, c'est surtout ça. Et les entreprises, on l'a surtout aussi sur les cars scolaires dont on ne parle pas, où effectivement on a des outils pour vérifier que les choses sont bien faites. On utilise ToScoop qui permet d'avoir en temps réel les parcours effectués, si les arrêts sont bien faits, la vitesse, tout cela. Donc, et sur le train, bon, on a alors, c'est surtout dans le matériel qu'on assure, avec la qualité du matériel et du suivi. Il y a une tendance, quand on est sur de courtes distances et à des flux, à ne plus avoir de contrôleurs, et les matériels sont équipés pour ce faire. Et il y a des systèmes d'alerte qui sont donnés à la main du conducteur de train et qui sont, à mon avis, très efficaces et qui peuvent intervenir dans des efforts. Par contre, il y a une éducation du voyageur à faire, parce qu'il ne regarde pas tout, surtout quand il y a beaucoup de monde, il ne regarde pas tous les écriteaux qui indiquent, mais en général, il y a une capacité à alerter rapidement. Et bon, je trouve qu'on a... On n'est pas dans une région, même si on aborde un peu Paris, où il ne faut pas faire peur avec ça. Dans les élections régionales, on a eu dans toutes les régions des attaques de certains groupes politiques sur la sécurité. Bon, ça fonctionne. Monsieur Hainaut, peut-être pour compléter. Alors, c'est un vaste sujet et je suis d'accord avec Michel, il faut le prendre à son bon niveau parce que en fait, moi, je regarde les statistiques depuis quelques années. On est en fait plutôt sur une forme de stabilité. Il y a des artefacts qui sont liés, par exemple, au combat des forces de police sur les trafics de drogue, pour être clair, et le bus public et la contrepartie de l'action qui a été faite dans un quartier sur le trafic de drogue. Il ne faut pas se tromper, on a souvent des caillassages, des incendies de bus qui sont la contrepartie d'opérations de police assez musclées pour lutter contre le trafic de drogue. Après, quand on regarde la sécurité et la sûreté de nos passagers, nous, on travaille beaucoup actuellement sur les violences faites aux femmes et finalement sur... C'était marrant, on a fait travailler des jeunes d'une école de commerce lyonnaise sur le sujet. La manière de se présenter était la suivante. Il y avait 6 filles, 2 garçons. Chaque fille arrive en disant « Bonjour, je m'appelle Laurence, j'emprunte les transports publics et j'ai été harcelée dans les transports publics. » Et comme ça, sur les 6 filles. Les 2 garçons, bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai pris les transports publics, il ne m'est rien arrivé. Et donc ça, c'est net et clair. Et ça, c'est, je pense, un de nos vrais sujets. Alors, peut-être plutôt en centre-ville. Bon, moi, j'ai vécu 18 ans dans l'Orne, ce n'était pas vraiment un sujet. Et puis, c'était il y a longtemps. Donc, mais in fine, je crois qu'on a à travailler là-dessus. Nous, notre première priorité, c'est toujours d'assurer le continuum de sécurité entre l'autorité organisatrice, les services de police, les services de gendarmerie, notre capacité à alerter
et à se faire appuyer. Et puis, on a évidemment beaucoup de formations sur les conducteurs, sur les chefs de bord, pour être en capacité de réagir très positivement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un brut avec un contrôleur de la SNCF qui est super, qui crée une ambiance complètement dingue dans le train. Ça pacifie tout. Et donc, voilà, cette capacité à agir en chef de bord et à, quelque part, entre guillemets, mettre l'ambiance et à éviter d'aller trop au front quand la situation ne l'est pas, mais de faire intervenir les forces de police, c'est essentiel. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Pour être clair avec vous, dans une autre logique, celle de la sécurité, on a, alors comme dans les trains, des conducteurs et des conductrices qui sont victimes d'accidents de la route non responsables. Ils ont tous à gérer des situations qui sont très difficiles et qui tiennent plus de la scène de guerre, hein, quand on n'a pas l'habitude, avec des accidentés très graves, voire des familles qui la voiture a dévié et est venue rentrer directement dans le car scolaire, par exemple. On a l'habitude de les accompagner en termes de suivi psychologique, mais on est en train de réfléchir à un autre stade, c'est d'aller utiliser finalement un certain nombre de choses qu'ont pu faire les militaires sur le post-traumatique, en fait, le suivi post-traumatique, parce qu'en fait, on a des conducteurs ou des conductrices, on a quand même 30% de conductrices chez Transdev, qui sont eux-mêmes victimes de l'accident, qui ont à le gérer totalement. Je ne parle pas du conducteur du train qui, à 1 kilomètre, voit le gars qui veut se suicider et il sait que de toute façon, il ne pourra rien faire parce qu'il voit la scène assez longtemps. Tous ces gens-là, il faut qu'on aille encore plus loin parce que notre métier doit rester attractif et ne doit pas être vu juste sur le sujet des incivilités ou des difficultés de ce métier. On doit les accompagner encore davantage. Mais oui, 40% par exemple des accidents du travail est lié aux incivilités avec des arrêts sur les conducteurs et sur les conductrices. Mais ça ne progresse pas, c'est une réalité. Il faut qu'on continue à le travailler et on y met beaucoup d'efforts pour trouver des solutions. Mais sécurité des passagers d'abord, sécurité de nos salariés évidemment. Et je pense qu'on a tous démontré que pendant la crise Covid, on a su le faire à très haut niveau, tous ensemble, et ça, il faut le retenir. Oui. Il est 10h30, je voudrais juste vous poser la dernière question et vous proposer de rester 2-3 minutes supplémentaires. Vous avez évoqué la question de la sécurité des femmes dans les transports publics. Cette question, elle est de plus en plus visible, elle est de plus en plus audible. Quels sont les engagements aujourd'hui que vous prenez sur ce sujet-là, Monsieur Hénault? Écoutez, beaucoup d'engagements. Parce que, en fait, quand vous avez, comme moi, la responsabilité d'une entreprise qui est un opérateur de transport public, c'est des hommes et des femmes qui sont utiles aux hommes et aux femmes. Hein. On se rappelle que près de 70% de nos coûts, c'est notre masse salariale. Et donc, ce sont d'abord des équipes. Du terrain. Moi, je ne dirige pas tout depuis Transdev ici les Moulineaux. C'est les équipes qui ont l'initiative dans le terrain. Elles sont décentralisées, Michel, tu peux en témoigner. Elles ont de la capacité d'initiative sur le terrain. Donc, l'innovation, elle vient du terrain et on la consolide et on l'aide à fructifier. Et les engagements, pareil. Moi, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, d'abord, c'est une politique humaine, de manière naturelle. Nous, on s'engage. D'abord, on s'engage à ce qu'il y ait plus de femmes conductrices. On s'engage, donc 30%, ça c'est notre objectif. On s'engage à ce que 50% de nos cadres dirigeants soient des femmes à horizon 2025. Donc, on prend des engagements dans ce domaine-là. Et sur les violences qui peuvent être faites aux femmes dans les transports publics, je peux vous garantir qu'on est dans des processus d'innovation aujourd'hui et qu'on essaie de réfléchir, alors, soit un bouton, soit des dispositifs logiciels qui permettent d'identifier, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais les frotteurs, pour les isoler et pour un peu leur donner la honte, d'une certaine manière, et en tout cas de protéger nos femmes qui peuvent de plus en plus prendre le transport public et qui le prendront de plus en plus parce que nous, on sera à l'identique de la société que nous servons. C'est-à-dire, il y a les femmes, mais il y a aussi toute la diversité qu'on est capable d'intégrer aujourd'hui chez Transdev. Et c'est un engagement, qu'on prend également dans les politiques RSE que nous faisons. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse.
On aurait pu prolonger encore jusqu'à la fin de la matinée. Malheureusement, faut libérer tout le monde. Je vous remercie tous les trois d'être venus échanger avec nous sur ces sujets. Je suis désolée pour ceux qui auraient voulu poser des questions. N'hésitez pas à les envoyer à Thomas. On pourra les transférer et vous apporter des éléments de réponse. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.